Salut! On est super content de vous présenter la saison 4 de J'ai fait un humain et il y a plusieurs nouveaux épisodes qui sont disponibles. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez enregistrer un épisode privé de J'ai fait un humain en ma compagnie, c'est maintenant possible. Ça fait un super beau souvenir pour vous et pour vos humains. Pour plus d'infos, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. Cube Radio. Salut, c'est Gabrielle Caron, vous écoutez J'ai fait un humain. Aujourd'hui, je rencontre Geneviève, qui est une de mes amies. Écoute, petite mise en contexte, là, on est allés à la garderie ensemble et on a travaillé dans les camps de jour quand on était ado/jeune adulte. Geneviève est venue me parler de son expérience de maman solo-parentale. Ce que j'ai trouvé ultra intéressant dans son histoire, c'est de la réflexion derrière ce choix de maternité. C'est aussi tout le processus qui s'ensuit, un coup qu'on prend la décision d'avoir un enfant seul. Parce que, tu sais, Geneviève, il n'y en a pas de papa impliqué. Il y a vraiment juste elle, son bébé et un donneur. Ce qui est beaucoup ressorti, je trouve, c'est sa détermination à avoir sa fille et aussi le fait qu'elle est vraiment bien entourée. Tu sais, ça y a pas manqué d'avoir un partenaire. Elle, ce qu'elle voulait, c'est un bébé. Elle a eu son bébé et elle le vit avec ses amis, avec sa famille. Puis je veux pas trop m'avancer, là, mais sa fille est vraiment bien entourée. Mais merci tellement d'être là. Mais ça fait plaisir. Je suis contente, en fait. Merci de m'avoir invitée. Là, écoute, quand j'ai vu, parce qu'on va faire une petite mise en contexte, t'es solo-parental. Ouais. Solo-parental, ce n'est pas monoparental. Non. C'est quoi solo-parental? En fait, c'est que monoparental, ça serait, exemple, le projet d'avoir un enfant, il est fait à deux. Ou, tu sais, projet. Des fois, ça pourrait être un accident aussi, là, fait que c'est pas un projet. Mais le bébé est vraiment fait à deux, puis une des deux personnes qui décide de s'en aller. Donc, l'autre personne devient monoparentale. Ou bien, tu sais, il y en a qui se qualifient aussi de monoparental si, exemple, l'autre parent la garde, exemple, une fin de semaine par mois, puis eux, ils ont la garde le reste du temps. Ils se qualifient de monoparental. Mais bref, il y a un autre parent dans le décor. Solo-parental, c'est quand le projet d'avoir un bébé, c'est vraiment un projet seul. Donc, le but, c'est qu'il n'y ait aucun autre parent d'impliqué comme de A à Z, là, parce que même si on a besoin, bien sûr, d'un échantillon de sperme, cette personne-là s'appelle un donneur et non un papa ou un parent. OK. C'est ça. Et là, le spoiler, là, tu es solo-parental. Oui, j'ai une petite fille. Et moi, je suis curieuse de savoir, là, j'ai énormément de questions, mais ma première question, c'est comment on décide de devenir solo-parental? Tu sais, ça a été quoi ta réflexion? C'est drôle que tu m'invites. Tu sais, on a travaillé dans les camps de jour ensemble. Oui! Il y a de cela très longtemps, dans une ancienne vie. Oui, Cadillac et Scandale, pour ceux qui se posent la question. Oui. Puis, c'est ça. Moi, j'ai toujours adoré les enfants depuis que je suis vraiment jeune. Ma mère, l'autre fois, elle me dit, t'avais toujours un bébé dans les bras. Tu sais, on allait quelque part, il y avait un bébé, c'était toi qui s'en occupais. T'étais une petite mère, t'étais jeune. Puis, fait que moi, depuis ma tendre enfance, je sais que je veux des enfants. Ça, c'est sûr et certain. Il y a pas de doute là-dessus. Puis, plus j'avançais en âge, on s'entend, je suis pas vieille, là, j'ai 33 ans, mais plus ça allait, les relations à l'âge adulte qui étaient pas vraiment satisfaisantes, qui étaient pas des relations qui allaient mener à ce projet-là, plus ça avançait le temps, plus je me disais, pour vrai, moi, si je rencontre personne, je vais le faire toute seule, ça me dérange pas, je veux vraiment un enfant absolument. Puis je lançais souvent ça à la blague, mais tu sais, c'était une semi-blague, là. Tu sais, quand on dit qu'il y a souvent un fond de vérité, c'était pas mal ça. Tu sais, je disais à ma mère, si à 30 ans, j'ai rencontré personne, je vais me faire inséminer. Ma mère de répondre, paye pas pour ça, tu iras trouver un gars dans un bar qui a une bonne génétique. Ta mère est très pragmatique, j'aime c'est ça. Oui, le pire, c'est que oui, très. Mais donc là, tu sais, c'était un peu une blague, mais là, je suis arrivée à 30 ans, puis je me suis vraiment posé la question. J'ai fait, tu sais, je suis jeune, je vais me laisser encore le temps. Mais justement, à 30 ans, je me suis vraiment mise à comme dater plus, là, parce que là, j'étais comme, OK, là, je me laisse une dernière chance, faut que je rencontre quelqu'un. Mais là, c'était comme pas sain, là, parce que je datais même pas parce que je voulais un chum, parce que
faut dire que moi, j'ai eu des relations pas super, là, mais j'ai été aussi très longtemps seule, puis je suis très bien seule. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, hey, je cherche même pas un chum ou un partenaire, je cherche un géniteur. Parce que, tu sais, je me demandais, vu que beaucoup de couples se séparent de nos jours, je me disais, si on se sépare, il serait-tu un bon père? Serais-tu capable de laisser mon enfant avec? Tu sais, c'était comme quasiment ça mes critères de quand je datais la personne. J'étais là, ah oui, il a l'air d'un bon père. Mais là, j'étais là, OK, mais ça existe, c'est un donneur que ça s'appelle, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me suis juste arrêtée, j'ai pris 2 minutes après comme beaucoup de déceptions, justement, dans cette année-là où j'ai comme beaucoup daté, mais j'ai vraiment trouvé personne, tu sais, pour moi, que là, j'ai fait, attends une minute, là. Moi, je suis bien toute seule, je veux pas de chum, je veux juste un enfant. Fait que j'étais comme, ben la solution, ça serait plus de faire ce que je dis que je vais faire depuis une couple d'années, d'aller me faire inséminer. Donc là, j'ai vraiment pris cette décision-là, puis du jour au lendemain, on dirait que j'ai eu une tonne de briques qui est tombée par-dessus mes épaules. Tu sais, moi, je suis une ancienne insomniaque, là, puis j'ai commencé à dormir le jour où j'ai arrêté de dater. Le jour où tu as pris ta décision de « c'est un projet toute seule qui s'en vient ». Ouais. Et là, un coup que tu prends ta décision, c'est beau, je me lance là-dedans toute seule et j'ai des frissons. On dirait que ça doit être quand même excitant, mais oui. épeurant peut-être un peu. Ouais, mais moi, je sais pas si... Je pense que j'ai un côté vraiment insouciant dans la vie, là. Tu sais, exemple, je voyage tout seul, puis je fais pas attention, puis je suis les étrangers en voyage. Tu sais, là, faut que je fasse attention en ayant un enfant, là. Mais, tu sais, mettons, j'étais un peu comme, wouhou, il y en a pas de problème, tout le monde est gentil, puis la vie est belle. Fait qu'on dirait, j'abordais un peu ça de cette façon-là. Quand le monde me disait, t'as-tu peur? J'étais comme, peur de quoi? Je vais réaliser mon plus grand rêve. C'est quoi le... Tu sais, mais j'ai un peu fait le saut quand elle est née parce que j'étais comme, c'est un peu plus dur que je pensais. Mais, tu sais, c'est ça, j'étais plus dans un mood, hey, j'ai hâte, ça s'en vient. Puis en même temps, j'étais pas dans un mood super pressé non plus, vu que j'étais jeune. Tu sais, j'ai appelé je me suis renseignée, c'est quoi qu'il faut que je fasse. Faut que j'aille dans une clinique de fertilité. J'ai appelé la clinique de fertilité de Sainte-Justine. Ils m'ont dit, il y a une liste d'attente. J'étais pas pressée. J'ai dit, mets-moi sa liste d'attente. Finalement, j'ai été super chanceuse. Ça a été vraiment rapide, là. Attends, mais t'enclenches le processus. Ouais. Tu te mets sur des listes d'attente. Je savais même pas qu'il y avait une clinique de fertilité à Sainte-Justine. Ouais, moi non plus. J'ai appris ça, je pense, parce que quand je me suis décidée, il y a quelqu'un de mon entourage qui m'a dit, je connais une fille qui l'a fait, veux-tu y parler? Fait que là, j'y ai parlé, puis elle m'a invitée dans les groupes Facebook de Maman Solo par choix, Montréal et les environs. Puis là, c'est là-dessus que j'ai trouvé une mine d'or d'informations, puis je me suis renseignée c'était quoi les cliniques, puis tout ça. Puis là, j'ai vu qu'il y en avait une à Sainte-Justine. Puis je sais pas pourquoi, j'ai comme eu le feeling d'aller là plutôt que d'aller chez OVO, toutes les autres, le Procréa, etc. Puis j'ai bien fait parce que c'est au public. Fait que moi, j'ai comme pas déboursé grand-chose, là. Ah ouais? Ouais. Fait que là, tu te mets sur la liste d'attente, on te rappelle, et qu'est-ce que ça fait quand ils t'appellent, genre, Geneviève, venez, on vous insémine ce matin? Non, c'est... Okay. C'est pas si simple que ça. Ils m'ont rappelé pour me dire tu vas avoir un rendez-vous téléphonique avec le docteur parce que j'imagine que c'était rendu tout comme ça à cause de la COVID. Donc là, en mai 2021, rendez-vous avec le docteur. Il me dit je vais te prescrire des tests à faire pour voir ta fertilité. Mais il dit à ton âge, t'as 31 ans, il y aura pas de problème. Je suis sûre que tout va être super beau. Fait que c'est les tests de base. Là, il vérifie ta réserve ovarienne, donc combien d'ovules qui te restent. Puis il vérifie tes trompes qui soient pas bloquées. Puis après ça, ben là, la prochaine étape, c'est l'insémination. Ben en fait, non, il faut rencontrer aussi un psychologue. Okay. Dès qu'on fait affaire avec un donneur, moi, au début, je pensais que c'était juste parce que j'étais solo-parentale. Finalement, j'ai appris par la suite par le monde sur Instagram qui m'ont informé, qui m'ont instruite, que dès que tu fais affaire avec un donneur, fait qu'un couple de lesbiennes, un couple dont le conjoint est infertile, dès que tu fais affaire avec un donneur, tu rencontres un psychologue, juste... c'est pas pour t'évaluer, là. C'est pas pour dire, toi, t'es-tu apte à être parent. C'est vraiment juste pour être sûr que t'as les bonnes informations, pour t'aider dans ta réflexion. T'sais, exemple, moi, il me demandait, est-ce que tu vas le dire à ton enfant qui est issu d'un donneur? Est-ce que tu vas prendre un donneur à identité ouverte? Fait que là, il me dit, tu vas faire les tests, tu vas voir la psychologue, après ça, tu vas te faire inséminer quand tu veux. Parfait. Fait que là, moi, je vais faire les tests. Puis là, ben, on vérifie ma réserve ovarienne. Puis là, on dirait, moi, j'avais toujours eu un feeling, là, parce que la plupart des filles sur le groupe de Maman Solo, eux, ils font ces démarches-là, ils ont genre 40 ans. Tu sais, eux, ils se disent, moi, à 40 ans. Puis moi, je m'étais donné le deadline 30, puis
il y a beaucoup de monde qui me disent, ben c'est jeune. Oui, mais tu sais, quand t'es rendu là depuis que t'as 15 ans, c'est pas si jeune. Mais aussi, moi, j'avais toujours eu un feeling, une arrière-pensée qui me disait, ouais, mais peut-être que je suis pas fertile. Puis là, j'arrive au test, puis de me rendre compte que j'ai vraiment pas beaucoup d'ovules, puis j'ai une très basse réserve ovarienne pour mon âge, là. Tu sais, il faut pas aller sur Google, là, mais selon Google, j'avais comme une réserve ovarienne d'une madame de 47 ans, là. Oh. Fait que là, moi, je panique. Puis là, je vois dans mon groupe de mamans solo qu'il y a plein de filles qui ont recours à un livre qui s'appelle « It Starts with the Egg » pour préparer leurs ovules. Parce que, tu sais, c'est bien beau pas en avoir beaucoup, mais ça en prend juste un. Mais souvent, les personnes qui ont la condition de basse réserve ovarienne, ils ont aussi des ovules de pas bonne qualité. Fait qu'ils ont quand même de la difficulté à tomber enceinte. Fait que là, c'était un livre pour aider comme la qualité des ovules. C'est une Américaine qui a écrit ça, une genre de microbiologiste, biochimiste, tu sais, une calée en sciences, là, c'est tout basé sur des études qui expliquent tout quoi faire dans tes habitudes de vie pour, tu sais, parce que tout ce qu'on a autour de nous, c'est comme néfaste pour la fertilité. Mais puis qu'est-ce qu'on fait pour avoir des bons œufs? Il y a plein de suppléments à prendre, là. Il y a une liste de suppléments. Faut enlever, exemple, les BPA. Fait que ça, c'est les plats en plastique. Fait que là, moi, je m'étais acheté toutes des Tupperware en vite. Let's go. Tout jeter mes ustensiles de cuisine en plastique fondu. Acheter du silicone. Tout ce qui est parfumé. Je me mettais plus de parfum. J'achetais des produits vraiment naturels, style Attitude, des choses comme ça. J'ai une application Yuka, là. Je regardais s'il y avait des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire perturbateurs d'hormones. Parce que dès qu'il y en a, ça peut justement perturber tes hormones, donc tes ovules. Fait que j'ai vraiment tout fait. J'étais un peu folle, là. J'étais allée même en ostéopathie, j'étais allée en acupuncture. Comme mes amis me trouvaient vraiment folle, mais, tu sais, ça a marché. Fait que... Moi, je me dis, je sais pas qu'est-ce qui a marché, mais j'ai fait quelque chose. T'avais un objectif, puis j'ai comme le goût de dire que t'avais un mental olympien, tu sais. Ouais, t'avais mais moi, je suis un comme ça. objectif à atteindre, puis t'es comme, qu'est-ce que ça prend, je vais tout faire. C'est ça. Moi, j'ai toujours été comme ça, tu sais, de dire, je mets toutes les chances de mon côté, comme ça, si ça marche pas, je pourrais jamais me dire que c'est de ma faute, tu sais. Tu sais, j'étais avocate, j'ai fait ça à mon barreau, là. J'ai supprimé mon Facebook, j'étais focus, tout le monde était là, t'es folle. J'étais comme, non, mais si je le coule, je vais pas me dire, ah, ben, peut-être que si j'avais fait ça différemment, tu sais. Fait que je suis vraiment comme ça. Fait que c'est ça. J'ai tout fait. Puis d'ailleurs, moi, j'avais vu mon résultat de réserve ovarienne avant de parler au médecin parce que j'étais allée sur mon carnet Santé Québec. Fait que là, moi, ma vie était finie, j'étais infertile, je capotais. Finalement, deuxième rendez-vous avec le médecin suite au test. Il m'appelle, première chose qu'il me dit, c'est « Fac, quand est-ce qu'on fait un enfant? » Là, moi, je suis de même. « Hein? Je peux? Je suis capable de faire un enfant? » Il me dit « Ben, c'est sûr que c'est pas un résultat qu'on aimerait avoir. C'est sûr qu'il faudrait t'inséminer dans la prochaine année. Puis toi, c'est sûr que dans pas long, t'es plus fertile, mais c'est possible, tu sais. » Fait que là, je capotais. Puis là, dernière étape, rendez-vous avec la psy, qui a super bien été. Ouais. Puis là, après ça, je me suis fait inséminer au mois de novembre. Mais là, tu dis que tu te fais inséminer, mais t'as choisi ton donneur. Oui, j'ai choisi mon donneur. Ça me semble quand même important dans le processus. C'est vrai. Comment on choisit un donneur? Comme on choisit une maison sur Centris. C'est tout le temps ça que je dis, mais c'est vrai parce que t'arrives, c'est comme des sites, là, c'est des banques de donneurs. Là, c'est plus comme, tu sais, dans les films avant, c'était des catalogues papier. Là, c'est plus des catalogues papier. Puis là, tu choisis vraiment, tu coches des critères quand t'arrives sur le site. Puis c'est comme des filtres. Puis là, après ça, les donneurs qui correspondent à tes critères apparaissent. Mais faut savoir que, tu sais, depuis la pandémie, il y a des pénuries de tout. Il y a des pénuries de sperme aussi. Donc, t'arrives, t'es tout excité, tu coches tous les critères au monde, puis là, il y a comme 1 ou 0 donneur qui apparaît. Là, t'es comme, oh, OK. Fait que là, t'en enlèves un petit peu. Puis moi, dans le fond, les critères qui étaient importants, parce que j'avais vu un documentaire, c'était une fille qui était issue d'une maman qui avait fait ça, mais il y a super longtemps, fait que ça devait être comme la seule ou la première, là. Elle était vraiment avant-gardiste, la madame, là. Il y a comme 40 ans, elle s'est fait inséminer, let's go. Puis là, sa fille, tu sais, dans le temps, c'était vraiment pas pareil. Les donneurs, là, c'était, exemple, un étudiant à l'hôpital qui voulait arrondir sa fin de mois, qui faisait un don dans une pièce. Il allait porter ça à madame. La madame, elle avait l'argent dans l'enveloppe, elle donnait ça. Mais après ça, il n'y a plus jamais suivi, moyen de savoir c'est qui. Donc là, la femme qui était issue de ça, donc le bébé qui avait été conçu comme ça, ben elle était à la recherche de son père depuis des années, puis elle le trouvait pas, de son père, de son donneur. Depuis des années, elle le trouvait pas, puis tu
elle avait comme une espèce de vide. Donc là, moi, je regardais ça avec ma mère, puis ma mère était comme, là, faut que tu prennes un donneur identité ouverte. J'étais comme, OK, oui, tu sais, j'étais pas sûre, mais là, ça m'a comme convaincue. Puis la psychologue m'avait vraiment confortée aussi dans ce choix-là parce qu'elle disait, tu sais, les études démontrent que les enfants issus d'une maman solo, premièrement, ils ont pas, tu sais, de problème, là, ils vont super bien, ils sont tellement désirés, tellement aimés, tu sais, c'est pas comme, tu sais, on disait au début la différence entre monoparental, solo-parental, ben monoparental, si le papa est parti, il y a beaucoup de chances, tu sais, je suis pas psychologue, là, mais il y a beaucoup de chances que l'enfant ait un abandon, peu importe, une blessure qu'il va garder dans sa vie, c'est ce que la psychologue m'expliquait, mais pas un bébé issu d'une maman solo. Par contre, là où il peut y avoir justement qu'il ressente un vide ou quoi que ce soit, c'est quand c'est un donneur anonyme. Fait qu'elle me disait que c'est vraiment une bonne chose juste d'avoir l'option. Elle dit la plupart des enfants contactent jamais, ouais. Mais juste de savoir qu'ils ont la possibilité de. Puis moi, en plus, j'ai des photos, tu sais, je peux faire, hey, regarde, ça c'est ton donneur, t'as ses yeux, parce que, spoiler, j'ai une fille qui s'appelle Raphaël, qui a 7 mois, puis honnêtement, c'est mon sosie quand j'étais bébé, mais elle a vraiment la forme de yeux du donneur, là. Lui, il a comme des petits yeux en amande. Puis c'est drôle parce que j'ai été mise en contact avec des familles, tu sais, tu peux faire ça quand c'est identité ouverte, là. Ouais. Ils te mettent en contact la banque de sperme avec les familles qui ont pris le même donneur. Fait qu'on a une conversation sur WhatsApp puis on s'envoie des photos de nos enfants. Tous les enfants ont les mêmes petits yeux en amande. C'est trop cute, là. Wow! Fait qu'elle a comme une famille élargie un des peu. Des demi-frères, des demi-sœurs partout dans le monde. Le monde sont en Australie, au UK, aux États-Unis, à Vancouver. Il y en a comme... Puis tu sais, on n'est pas des milliers, là. On est comme une dizaine, mais vraiment comme partout. Puis c'est fou, là, l'année prochaine, ils s'organisent un voyage en Australie, tout le monde ensemble. Ben voyons donc. Ouais. Mais attends, mais là, ton donneur, est-ce qu'il est québécois ou... Non, il est américain. OK. Ouais, il est américain, puis il est un quart taïwanais. Fait que ma fille est 1/8. Fait que c'est de là, je pense, qu'ils ont tous les petits yeux en amande. Ouais, c'est ça. C'est vraiment mignon. Mais moi, mes critères, c'est ça. Je voulais identité ouverte, mais je voulais aussi voir des photos adultes, là, parce que la plupart, tu vois juste des photos bébés, puis c'est souvent cute, un bébé, là. Mais des fois, ça se gâte. Puis, tu sais, je me disais, tu sais, moi, j'ai pas de conjoint, j'ai pas de partenaire, tu sais, je voulais vraiment que mon bébé me ressemble, tu sais, dans le sens où, tu sais, exemple, que t'as un partenaire, là, qui a vraiment un trait, là, qui te ressemble pas en tout, puis que ton enfant, là, ben, c'est pas grave, tu te dis, ah, il ressemble à mon chum, il ressemble à son père. Mais là, c'est comme si je me disais, tu sais, le gars qui a une espèce de nez vraiment comme, je sais pas moi, pas du tout, c'est comme le mien, toi, là, je veux dire, moi, j'ai un nez comme droit, simple, là, mettons, là, mais là, si mon enfant a ce nez-là, on dirait que j'aurais fait comme... Mais tu sais, ça aurait pas été grave, mais c'était comme, je voulais qu'elle me ressemble, là. Le plus possible, ouais, c'est ça. Oui. Donc là, j'essayais de trouver un donneur, soit qui avait des traits comme plus, tu sais... Génériques? Ouais, ben généraux, tu sais, mettons, qui ressemble à... Ben, un peu tout le monde. C'est ça, un peu tout le monde, ou qui me ressemble. Ouais. Puis c'est ça. Fait que là, je suis tombée sur mon donneur. Puis... C'est vraiment un bébé sur mesure, c'est fou, presque, là. Ouais. Donc, tu trouves ton donneur, ton médecin t'appelle, let's go, quand est-ce qu'on fait ça? C'est-tu long à recevoir ton sperme? Ça prend comme 2 semaines. Là. Souvent, ils disent au jour 1 de ton cycle, là, vu que t'es à peu près inséminé, mettons, au jour 14. Là, d'habitude, c'est vers là qu'on ovule. Donc, ils disent jour 1. Moi, je l'avais commandé quelques jours avant, là, parce que je le savais d'avance que je voulais que ça soit en novembre et tout ça, puis je voulais être sûre qu'il arrive à temps. Puis là, comment ça se passe, c'est qu'au jour 1, t'appelles la clinique, tu dis j'ai mes menstruations, c'est jour 1 de mon cycle. Fait que là, ils disent parfait, on va te céduler une échographie à jour 12 de ton cycle pour voir tes ovules sont rendus gros comment, quand est-ce que tu es censé ovuler. Puis là, on va céduler à partir de là ton insémination. Donc là, jour 12, j'arrive, on fait l'échographie. Je me souviens, c'était un vendredi. Puis là, elle me dit, tu vas ovuler mardi, fait qu'on va céduler ton insémination mardi. Mais là, moi, depuis que j'avais arrêté la pilule, puis que je prenais plein de produits naturels, puis que j'étais comme à l'écoute de mon corps, puis let's go, puis j'ai oublié de le dire tantôt, mais je voyais même une naturopathe, je sentais mes ovulations. Je sentais vraiment un pincement dans mon ovaire, puis j'avais tellement de symptômes d'ovulation, c'était fou. Puis là, ben moi, le dimanche, j'ai senti que j'ovulais. Puis là, je vais sur Google, je vois que mon ovule va juste survivre 24 heures. Puis là, je suis comme, mais là, ils veulent m'inséminer mardi, ça ne marche pas. Fait que là, je les appelle lundi matin à 7h30 du matin en panique. Je suis comme, vous devez m'inséminer aujourd'hui. J'ai ovulé hier, je l'ai senti, j'ai fait un test d'ovulation qui confirme tout ça. Fait que là, ils sont comme, OK, on va appel à l'embryologiste, savoir s'ils ont le temps de décongeler ton sperme. Fait que là, j'appelle, ils sont comme, oui, c'est beau. Fait que là, finalement, je suis allée
le lundi me faire inséminer, le lundi 22 novembre, puis ça a marché. Premier coup? Ouais, premier coup. Pour une fille qui avait pas beaucoup de réserve ovarienne, ça a quand même... Vraiment. Puis en plus, je me dis, si je m'étais fait inséminer le mardi, ça aurait pas marché. C'est fou, là. Fait que, je capotais. Puis moi, j'étais sûre que... J'étais là, ça se peut pas que ça marche du premier coup, là. Fait que c'est, pour vrai, 2 semaines d'attente avant de faire le test, c'est les plus longues 2 semaines de toute ma vie, là. Comme il y a une de mes amies qui me disait, non, tu vas voir, tout va être long pendant ta grossesse, tu vas trouver ça long. Oui, j'ai trouvé ça très long, la grossesse, mais ces 2 semaines-là, ça a aucun sens, là. Puis c'est parce que moi, en plus, je devais m'injecter une hormone pour déclencher l'ovulation. Puis ça fausse les tests de grossesse. Exemple, tu fais un test trop tôt, il va être positif, mais c'est à cause de ton injection. Fait que là, moi, j'ai commencé à tester, mettons, à jour 8 après l'insémination, mais il y avait une ligne, sauf que je savais que c'était sûrement le médicament. Mais là, je testais à chaque jour. Là, je voyais la ligne pâlir, puis là, à un moment donné, elle a refonci. Fait que là, c'est de même que j'ai su que j'étais enceinte. Mais là, ton test de grossesse, là, tu le vis toute seule? Qu'est-ce que tu fais quand tu l'envoie à mes amis? À chaque jour, il y a 2 de mes amis avec qui je travaille que je suis comme vraiment proche, là, puis à chaque jour, je leur envoyais mon test, puis tu sais, il y en a une là-dedans qui est aussi suivie en clinique de fertilité, fait que tu sais, on se parlait beaucoup de notre processus, fait que là, j'envoyais mes tests à eux. Il y avait une couple de filles à qui je parlais de mon groupe de mamans solo. Là, j'ai envoyé le test, tu penses-tu que ça a foncé? Puis tu sais, c'était comme, je pense que j'ai même posté mes tests dans mon groupe de mamans solo pour être comme les filles, je pense que ça commence à foncer, là, je pense que je peux dire que c'est positif, là. Fait que, puis en plus, moi, j'ai parlé beaucoup de mon processus sur Instagram parce que il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont toutes seules, qui savent pas comment s'y prendre. Fait que moi, je me suis dit, je vais en parler sur Instagram. C'est quoi ton compte Instagram, justement? Oui, c'est jen.bradshaw. Parfait. Fait que c'est pour celles qui veulent aller le suivre. Ben oui, puis j'ai plein de pastilles que j'ai gardées sur mon profil de fertilité parce que des fois, il y en a qui me posent des questions puis je suis comme, hey, je m'en rappelle plus. Va voir. Oui, c'est ça. Mais puis il y en a qui m'écrivent, je viens de regarder toutes tes stories de fertilité, ça m'a tellement aidé. Fait que, tu sais, mon but, c'est beaucoup d'informer avec ça, mais à cause de ça, ça faisait en sorte que j'avais comme pas le choix de le dire live. Tu sais, d'habitude, t'attends avant d'annoncer ta grossesse. Ben, la plupart des gens, là, c'est un choix personnel, mais moi, j'étais là. Le monde savent que je vais me faire inséminer. Si je donne pas de nouvelles, ils vont savoir que je suis enceinte. Si je dis, je suis en train de préparer ma prochaine insémination le mois prochain, ils vont savoir que je suis pas enceinte, tu sais. Fait que là, j'avais comme pas le choix d'en parler. Puis là, tu sais, je parlais un peu pendant mes 14 jours d'attente. Puis là, à un moment donné, pendant une journée, je pense, la journée que je l'ai su, j'ai rien posté. Le monde m'écrivait, t'es-tu enceinte? Tu poses rien? Nanana. Fait que là, le lendemain, j'ai pas eu le choix comme de l'annoncer, là. Mais là, j'étais là, hey, j'espère que je ferai pas de fausse couche. Je priais, là. Mais en tout cas, ça a super bien été. Pas fait de fausse couche. Mais puis là, un coup que tu tombes enceinte, est-ce que ton suivi continue ou il te laisse aller comme n'importe quelle femme enceinte? T'as juste une échographie de viabilité. Puis honnêtement, c'est vraiment le fun, là. Je trouve que les femmes enceintes qui vont pas en fertilité... d'ailleurs, j'ai lu ton livre, là, puis ça me faisait penser à ça, là. Tu sais, t'es comme laissé à toi-même, là, puis t'as ton premier rendez-vous de suivi de grossesse, t'es comme à 9-10 semaines. Fait que pendant 9-10 semaines, tu fais quoi? T'as aucune idée de ce qui se passe en dedans de toi. Tu sais, des fois, il y en a qui ont des symptômes, d'autres pas encore. Fait que moi, qu'est-ce que je trouvais cool, c'est qu'à 7 semaines de grossesse, j'avais une échographie de viabilité. Fait que là, on a vu qu'il y avait un cœur qui battait, qu'il y avait bien un petit bébé. Fait que là, à partir de là, si t'es pas une grossesse à risque, Sainte-Justine, ils te disent, ben, trouve-toi un suivi dans ton coin. Fait que là, je me suis trouvé un suivi. Puis là, le reste, c'était pareil comme n'importe quelle grossesse. Ouais, et là, est-ce que ta grossesse a bien été? Oui, j'ai eu beaucoup de nausées, mais j'ai eu une super belle grossesse. Ça reste que j'ai quand même détesté être enceinte. Ah ouais? Ouais. Pourtant, c'était tellement ton rêve. Ben non, mon rêve, c'était le résultat. Moi, je suis tellement une personne de résultat dans la vie, puis je l'ai encore plus réalisé en faisant ça, parce que j'étais comme, mais c'est donc bien long. Pourquoi ça existe pas, la cigogne qui vient de porter ton bébé, comme le lendemain? Je sais pas, je trouvais ça long, stressant. Moi, en plus, j'étais sûre que j'allais accoucher d'avance. Je sais pas pourquoi. Je vais accoucher à 38 semaines. Finalement, je me suis rendue dépasser mon terme. Ah ouais, mais combien de temps? 2 jours, là. 40 et 2 là, jours. Moi, je pensais 42 semaines, 2 jours après. Non. Relax. Oui, mais là...
Mais je pensais accoucher à 38, fait que c'était comme 2 semaines de « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Ah ouais, fait que là, pendant comme 2 semaines, t'étais juste stand-by de ça arrive à tout moment. J'ai eu 2 strippings en plus, puis c'est le deuxième qui a fonctionné. Fait que je sais même pas si j'avais pas eu de stripping, si j'aurais vraiment accouché à 40.2. À ce moment-là. Mais là, justement, là, tu te prépares à l'accouchement, mais là, t'es toute seule. Ouais. Est-ce que tu te prépares différemment? Ben j'avais une accompagnante à la naissance, là, une doula. Ça, c'est vraiment dispendieux. Je pense pas que je me serais payé ça, mais c'est une fille qui m'a écrit sur Instagram puis qui me dit comme, tu sais, ton histoire me touche. Puis moi, je me choisis toujours une fille que j'accompagne gratuit pro bono à chaque année. Puis là, cette année, je veux que ce soit toi. Fait que là, je capotais. Fait que là, ça, c'était vraiment cool parce que elle, justement, j'ai eu des cours prénataux avec elle, en plus de ceux du CLSC. Mais nous, à cause de la COVID, c'était à distance, là. Fait que j'étais chez nous, là. Puis, mais ceux du CLSC, moi, j'ai vraiment aimé, là. Mon infirmière était vraiment top. Fait que là, j'ai eu ça, ceux avec ma doula. Ma doula est venue à l'accouchement. Puis j'avais une de mes amies aussi qui m'avait dit qu'elle voulait être présente parce que ma mère était comme pas sûre. Elle était là, je suis pas sûre que je vais devoir souffrir comme ça. Fait que j'avais dit, écoute, mon amie, elle a eu 2 enfants. Elle veut m'accompagner. Fait que je vais demander à elle. Puis c'est drôle, moi, j'ai toujours eu une phobie d'accoucher. Depuis que j'étais jeune, là. Quand j'avais genre 14 ans, là, j'étais comme non, moi, j'espère que quelqu'un dans ma famille va devenir genre obstétricien pour me faire une césarienne planifiée. C'est pas vrai qu'il y a rien qui va sortir de là. J'étais genre, c'était une phobie, là. Puis dès que je suis tombée enceinte, j'avais plus peur. J'avais hâte. Puis j'ai adoré accoucher. Ça s'est super bien passé. Ah ouais, OK. Fait que là, tu te prépares avec ta doula qui t'accompagne, qui te prépare. Ton amie s'est convenu qu'elle va venir avec toi à l'accouchement. Comment ça a commencé? Mon travail? Ouais. J'ai perdu mes os. Moi, en plus, j'avais un rêve. Moi, j'aime ça, comme je voudrais vivre dans un film, OK? Fait que moi, je voulais vraiment comme perdre mes os dans un endroit, genre en public, là, mettons au gym. Là. Tu sais, je m'entraînais jusqu'à la fin, puis j'étais comme, je veux perdre mes os au gym, ça serait drôle. Puis... Puis finalement, je les ai perdus sur la toilette. Ah. Tellement boring, là. Mais c'est quand même très pratique comme endroit où les perdre, mais effectivement, c'est moins cool que faire j'étais au Carrefour Laval puis j'ai crevé mes os chez Zara, là. C'est ça. Puis là, tout le monde est venu comme, on appelle l'ambulance. Non, c'était sa toilette chez ma mère. Okay. Parce que dans le fond, j'étais allée faire mon stripping cette journée-là. Puis là, en revenant de mon stripping, j'ai senti, je pense, tu sais, on a comme 2 poches d'eau, là. Je pense que la première avait peut-être fissuré parce que quand je suis sortie de mon auto, j'ai vraiment senti de quoi tomber dans mes culottes. Puis là, je me suis rendue à la maternité, à l'hôpital où j'allais accoucher. Puis là, ils ont regardé, puis ils ont dit non, t'as pas crevé tes os. Là, j'étais là, ben c'est quoi de bord? Ça doit être des pertes. J'étais comme... Ça a traversé comme mon sous-vêtement, mon protège-dessous, puis mes shorts. J'étais comme... C'est un peu intense pour des pertes, là, mais d'accord. Fait que là, on se doutait que ça allait sûrement arriver bientôt. Fait que là, j'étais chez ma mère, puis ma mère, elle voulait pas que je retourne chez nous. Puis là, j'ai commencé à avoir des contractions dans la soirée. À un moment donné, il était régulière, mais après ça, non, puis il se réespaçait. Fait que c'était comme de la latence, là, je pense. Ouais. Fait que là, moi, je voulais me retourner chez nous pour bien dormir avant d'accoucher, mais ma mère, elle voulait vraiment pas. Elle dit non, tu dors ici, là, parce que c'est elle qui était quand même censée aller me reconduire à l'hôpital, même si, parce que mon amie qui a 2 enfants, tu sais, elle allait pas pouvoir venir à la seconde que j'allais la texter, là. Donc là, ma mère était supposée me reconduire, puis après ça, mon amie puis ma doula allait arriver. Donc là, elle dit non, tu dors ici. Fait que là, elle me prête un pyjama, je m'en vais aux toilettes pour le mettre, je m'assois sur sa toilette, puis là, c'est le déluge, là. Déluge. Je savais pas qu'il y en avait autant, ça avait pas de bon sens. Je crie à ma mère de m'apporter une couche, parce que j'avais des couches dans ma valise d'hôpital. Puis là, je décide d'aller prendre ma douche parce que ma doula m'avait dit, si tu perds tes os, t'as quand même le temps de prendre ta douche avant de te rendre à l'hôpital, tu sais, si tu veux être fraîche puis tout. Fait que là, je m'en vais dans la douche, je ressors de la douche, je mets une nouvelle couche, ça continue à couler. J'appelle la maternité, je leur dis, je m'en viens. Ils sont comme, on va quand même t'évaluer quand tu vas arriver. J'étais comme, je pense que je vais rester, mais je pense que c'est slam dog. J'arrive, d'ailleurs, mon amie, elle me texte-moi quand t'es vraiment admise, tu sais. L'infirmière, elle m'examine pour voir si je suis dilatée à combien, elle me fait enlever ma couche, puis là, il y a un piqué en dessous, puis c'est le déluge sur le piqué. Là, je dis, mon amie, elle me demande de la texter quand je vais être admise. Elle me regarde, elle fait, t'es admise. Je suis comme, OK, c'est bon.
Fait que c'est de même ça a commencé. Ah ouais, fait que là, puis quand tu crèves tes os, c'est ça, ils ont pas le choix de te garder parce Ouais. qu'il y a un certain nombre d'heures qu'il faut que le bébé sorte Oui, après. puis en plus, moi, j'avais testé positif à la streptocoque, là, le Ouais. test qu'ils te font pas longtemps avant d'accoucher. Donc ça voulait dire qu'il y avait pas le choix de me provoquer parce que fallait qu'ils me mettent comme sous antibiotiques à cause que j'avais crevé mes os. Puis en tout cas, j'ai toujours pas compris exactement pourquoi, là, mais fallait qu'ils me mettent sous antibiotiques puis qu'ils me provoquent. Fait que moi, je suis arrivée, puis je suis arrivée à l'hôpital, il était peut-être minuit, puis à 1h, ils m'ont proposé le pitocin pour me provoquer. Parce que t'avais pas de contraction, Ben, il même était si vraiment t'avais- pas régulière, puis vraiment pas douloureuse encore, là, dans Ok. le fond. Fait que là, ils m'ont dit, on va provoquer. J'ai dit, ben oui. Moi, j'avais juste hâte d'avoir mon bébé. J'étais comme, go, on y va. Puis Et là, là? ben, au début, les contractions, c'est vraiment soft. Je chill, là, tu sais. Puis, à un moment donné, à cause du pitocin, ça se met à devenir insupportable comme instantanément, là. Comme, à un moment donné, en 2 secondes, ça passe de « Ah, j'ai des petites contractions soft aux 3-4 minutes » à genre « Je ne peux plus m'endurer », puis c'est aux 2 minutes, mais il dure 1 minute et demie, fait que j'ai 30 secondes de break entre. Mon ami me fait les points de pression que l'infirmière lui a montrés, puis tout. Puis là, ma doula, elle essaie, je texte ma doula en même temps, puis elle est comme « Essaye d'attendre le plus possible pour l'épidural ». Je suis comme « Non, je suis plus capable ». Mais moi, je savais que je voulais l'épidural, là. C'est pas comme, tu sais, il y en a qui veulent le plus naturel possible, puis finalement, ils flanchent. Moi, j'étais comme « Non, je suis rendue là, c'est vraiment insupportable ». Donc là, on appelle l'anesthésiste, je prends l'épidural, ça prend 2 minutes que je sens plus rien. Fait que là, je suis vraiment contente. Puis mon amie a dit, tu devrais en profiter pour dormir parce que là, tu dormiras plus après. Fait que là, j'essaie de dormir. Elle aussi, elle se couche sur le lit du supposé conjoint. Puis là, je me mets à ressentir mes contractions. Fait que là, je suis pas capable de dormir. Fait que là, je l'ai dit à l'infirmière. Fait qu'elle me donne un bolus, que ça s'appelle. Là. Moi, j'appelle ça un booster. Là. Ouais. C'est comme un booster d'épidural. Là. Puis là, à partir de là, je ne sens plus rien, mais plus rien. Je ne peux pas bouger mon bas de corps. Je me mets à trembler tellement comme c'est intense. Puis avoir vraiment mal au cœur. Fait que là, mais ça a vraiment été vite. Là, d'ici là, j'ai eu comme l'épidural à 2h du matin. Puis l'infirmière est venue vérifier parce que là, à un moment donné, à comme 4-5 heures, je fais « Ah, ça pousse! » Elle vient vérifier, j'étais déjà rendue à 8, à 5 heures. Genre. Ben voyons donc. Ouais. Puis t'étais à combien, mettons, quand À ils t'ont admise? 2,5. Puis ça avait pas bougé, même quand mes contractions étaient rendues super intenses, parce que, tu sais, apparemment, quand tu crèves tes os et que t'as du pitocin, tes contractions sont vraiment plus intenses. Ça avait pas bougé, j'étais encore à 2,5 quand j'ai eu l'épidural. Tu sais, normalement, quand tes contractions sont fortes de même, t'es rendu à... Plus loin, Ouais. mais oui. Fait que là, ça a vraiment fait du travail comme one shot. J'étais déjà rendue à 8 à comme 5h et quelques du matin. Là, elle a dit « OK, on va attendre un peu. » Je pense qu'elle m'a recheck 45 minutes plus tard. Elle a dit « Ben, t'es à 10. » Fait que ça a vraiment été rapide pour un premier accouchement, là. Puis là, on a attendu un peu avant de pousser parce qu'elle était pas encore complètement descendue. Mais à un moment donné, son cœur ralentissait. Donc là, on a commencé à pousser même si elle était pas complètement descendue. Fait que j'ai quand même poussé comme 50 minutes. Puis moi, au début, je voulais absolument pousser sur le côté parce que j'avais comme, tu sais, avec ma doula, ma préparation, puis j'avais lu aussi un livre qui disait que c'était mieux là, pour les descentes d'organes. Puis moi, c'était comme, j'avais full peur de ça parce que j'avais eu quand même une diastase, là, c'est les abdos qui s'écartent, là. Ah ouais. Vu que je m'entraînais beaucoup, j'avais eu une pas pire diastase. Puis là, je lisais là-dessus, puis ça disait qu'il y avait plus de chances de descente d'organes. Fait que là, j'étais là, je vais pousser sur le côté. Puis là, j'aimais tellement ça, je me sentais comme dans une compétition sportive parce qu'il y avait plein de monde dans la pièce, tout le monde m'encourageait. Il y avait comme 2 infirmières, il y en avait une qui devait toucher mon ventre pour me dire quand j'avais des contractions, parce que je chantais Ça plus rien. mais ouais. Puis il y avait mon amie, la doula, une autre infirmière, la docteure. Donc là, tout le monde m'encourageait quand il y avait une contraction. J'étais comme, ah, c'est le fun, c'est comme une compétition sportive. Puis tu sais, je chantais rien vu l'épidural, fait que j'étais vraiment comme, j'avais bien du fun. Mais à un moment donné, la médecin, puis d'ailleurs, j'étais contente, c'est celle qui m'avait fait un stripping la journée même qui était là. Elle m'avait dit, je suis à l'hôpital ce soir, peut-être qu'on va se voir. Fait que j'étais là, ouais, ce soir. Fait que là, j'étais vraiment contente que ça soit elle. Elle est super douce, super fine. Elle dit, Geneviève, je sais que tu veux pousser sur le côté, mais là, elle descend pas, je m'excuse, il va falloir te mettre sur le dos. Je suis comme, OK, pas de problème. Là, je me mets sur le dos. Continue à pousser. Finalement, ils ont besoin de prendre la ventouse parce qu'elle descend pas. Fait qu'ils appellent la gynécologue. Comment ça fonctionne à cet hôpital-là? J'étais à Châteauguay, à Anna-la-Berge. C'est des médecins qui t'accouchent, mais dès qu'il y a quoi que ce soit qui sort de l'ordinaire, ils vont chercher la gynécologue qui est là, Ouais. sur place. Donc là, la gynécologue arrive.
Puis là, elle rentre sa main. Une chance, j'avais l'épidurale. Rentre sa main, elle fait « Ah, elle s'est tournée. » Elle tourne le bébé de même, sort sa main. Il n'y en a pas de problème. Elle t'a pas averti ni rien, là? Ben, elle m'a peut-être averti, je m'en souviens plus. OK. Mais elle rentre, elle fait « Ah, c'est pour ça qu'elle descend pas, elle s'est tournée. » Fait que là, parce que, tu sais, le nez est supposé d'être comme face à tes fesses, là. Ouais. Puis là, je pense qu'elle s'était tournée le nez face vers le haut. Fait que là, c'est pour ça qu'elle descend pas. Elle la tourne. Puis là... Mais c'est parce que tu fais le mouvement en même temps. Hein? Je vais juste le préciser vu qu'on est en audio, là. Fait que c'est quand même impressionnant de faire le... Elle rentre, elle la prend, elle la tourne. Puis après ça, elle fait, ben, on va faire un coup de ventouse. Tu sais, là, je suis là, OK. Puis là, ça a été la dernière poussée, un coup de ventouse, elle est sortie. Là. Puis là, je le savais qu'elle s'en venait, tout le monde criait de plus en plus fort, fait que là, je capotais. Puis là, elle dépose sur moi, puis là, c'était vraiment comme dans les films, là, qu'elle s'est mise à pleurer instantanément, aucune complication, rien. Puis là, je voulais moi-même couper le cordon, mais je voyais absolument rien, fait que c'est mon ami qui l'a coupé. Puis là, quand t'as eu ta fille sur toi, là, ça a été quoi ta première pensée? Ben, c'était vraiment comme « Aïe, j'en reviens pas. J'en reviens pas, puis c'est le plus beau jour de ma vie. » Tu sais, je capotais. Puis c'est drôle, tout le monde me disait « Ah, wow, elle est belle », mais moi, je la voyais pas. Tu sais, ils me l'ont déposée comme sur le chest, puis là, il fallait que j'attende de me faire recoudre et tout le tralalax. Ben, en fait, qu'ils sortent le placenta en premier, qu'ils me recousent, puis là, j'ai mon bébé sur moi, puis je suis juste comme tout le monde me dit qu'elle est belle, puis je suis comme « Je la vois pas! » Puis ouais, mais puis là, elle cherchait le sein, puis c'était vraiment cute. Wow! Ouais. Wow! Tant d'émotions, Ouais, là! comme je réaccoucherais demain matin, pour vrai. Tu sais, j'ai pas aimé l'attente de la grossesse, puis je pense pas avoir d'autres enfants, mais accoucher, c'était le fun, là. Ouais. Wow! Puis comment ça se passe après? Après, c'est quand même difficile, parce que moi, j'ai allaité. Je parle au passé parce que je suis en train d'arrêter comme là, présentement, comme j'ai allaité ce matin, mais c'était comme mon seul boire de la journée, là. Je coupe de plus en plus. Mais j'ai allaité, puis c'est drôle, je pensais pas tant vouloir allaiter, puis finalement, comme on dirait que quand j'ai commencé, j'ai vraiment persévéré. Mais au début, l'allaitement était très difficile, là. Elle prenait pas bien sa prise. J'avais les mamelons en sang pendant comme 2-3 semaines. C'était épouvantable, puis moi, je continuais. Je m'acharnais parce que j'étais comme, tu sais, puis j'avais une marraine d'allaitement qui venait chez moi m'encourager, puis le monde me disait, les premières 3 semaines, c'est les pires, mais après, ça va aller mieux, puis c'est vrai. Puis tu sais, au début, ils ont des poussées de croissance comme tout le temps, là, genre jour 3, jour 6, jour 9, jour là, t'es comme, ça finit plus. Fait que là, je passais des nuits complètes à allaiter, puis j'avais mal, puis elle se réveillait tout le temps. Fait que les premières nuits, là, fait que c'était vraiment comme plus difficile, mettons, que je pensais. Mais tu sais, ça passe tellement vite. Là. Moi, c'est ça que je me disais. À chaque chose difficile, j'étais là, c'est une passe. C'est une passe. Puis je me dis encore ça aujourd'hui. Là, mettons, elle fait une dent, je suis comme, c'est une passe. Bientôt, elle va être adolescente, elle va m'envoyer promener, ça va bien aller. Je vais m'ennuyer de ça. Dans le temps, tu perçais des dents, c'était le fun. Puis comment tu t'es organisée? T'sais, est-ce que tu avais prévu d'avoir de l'aide à la maison ou tu voulais vraiment tout faire toute seule? Ben, j'avais pas prévu parce que je trouvais ça difficile de prévoir. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me demandaient ça, mais j'étais comme, oui, mais je le sais pas quand je vais accoucher. Tu sais, je suis pas pour dire, mettons, à ma mère, ma soeur, prenez congé au cas où j'accouche telle date. Tu sais, je le savais pas. Parce que, tu sais, je suis prévue, mettons, le 15 août, mais je peux accoucher 2-3 semaines avant ou 2 semaines, jusqu'à 2 semaines après. Fait que je trouvais ça dur. Fait que je suis plus allée au jour le jour. Puis, tu sais, moi, toutes mes proches voulaient tellement venir la voir, là. C'est fou, là, autant ma famille que mes amis. Fait qu'il y avait tout le temps quelqu'un chez nous. Il y avait juste une de mes amies qui m'avait dit, je vais venir dormir chez vous si t'as besoin. Puis elle est venue dormir chez nous une nuit. Puis j'étais comme, ben, ça sert absolument à rien. J'allaite, fait que tu peux rien faire. Ouais. Tu sais, je me levais, puis j'avais juste l'impression de la réveiller, tu sais, elle dormait avec moi dans mon lit, puis là, j'étais comme, je m'en vais allaiter, je reviens, tu sais, c'était comme, ça servait absolument à rien. Mais, tu sais, mes parents, tu sais, ma mère, ma soeur, son chum, qui sont les parrains marraines, mes amis, ils venaient tellement souvent que ça m'aidait beaucoup parce qu'ils venaient, ils m'apportaient de la bouffe. Tu sais, le chum à mon ami, il a passé mon aspirateur, tu sais, tout le monde faisait mes tâches, je vais faire ta vaisselle, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis, tu sais, tu trouves des trucs aussi, là, quand t'es seule, là. Moi, je l'ai encore aujourd'hui, mais là, ça marche plus, là. Elle veut plus être dedans, là, mais une petite chaise vibrante dans la salle de bain à côté de la douche, là. Fait que ça me permet à tous les jours. Tu sais, j'ai pas passé une journée depuis que j'ai accouché sans prendre ma douche.
Mais tu sais, c'est ça, tu trouves des trucs là, vite là, quand t'es toute seule. Là, t'as comme pas le choix. Tu sais, comme moi, on a fait beaucoup de cododo là, parce que dès que je la déposais dans le Moïse à côté du lit, elle dormait genre 45 minutes, puis elle se réveillait, ça avait pas de bon sens. Puis j'étais comme, gars, là, moi, faut que je dorme, je suis toute seule. Il y a personne qui va me dire, Jen, m'en occupe, va te coucher. Fait que là, à un moment donné, ça a été cododo, tu sais, sécuritaire. Puis on a fait ça pendant des mois, parce que c'est ça qui marchait. Puis quand je nous ai sentis prêtes, je l'ai déplacée dans son parc, dans ma chambre. Puis après ça, dans son lit, dans sa chambre. Puis ça a super bien été, là. J'aime que tu dises quand je nous ai sentis prête, tu sais, autant elle que toi, là. Oui, mais c'était vraiment ça, pour vrai, parce que, tu sais, autant que là, je pouvais jamais la déposer, elle dormait pas. Puis quand j'ai senti qu'on était prête, je l'ai mis dans son parc, elle a fait 12 heures. Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter sur ton processus, sur la grossesse, sur la solo-parentalité? En fait, sur la solo-parentalité, il y a tellement de monde qui m'écrivent puis qui doutent puis qui sont en questionnement puis ci puis ça. Mais tu sais, en ce moment, là, les listes d'attente des cliniques de fertilité ont vraiment augmenté là, depuis que moi, je suis allée. Donc, ça peut aller jusqu'à 6 mois, 1 an. Fait que moi, le conseil que je donnerais aux gens, c'est si t'es pas sûr, mets-toi sur la liste d'attente. Là, ça t'engage à rien. Ça te donne en masse le temps de réfléchir. Puis, tu sais, aussi, moi, ce qui m'a vraiment poussé à prendre cette décision-là, c'est aussi qu'on est rendu à une époque où tous les types de familles, tu sais, il y a tellement de types de familles. Tu sais, je te dis pas, si on avait fait ça en 1980, là, ça serait comme vraiment, vraiment marginal, tu sais. Puis justement, là, la femme qui l'avait fait dans le reportage, là, wow, là, tu sais, courageuse, là, personne faisait ça dans ce temps-là. Mais là, moi, quand ma fille va aller à l'école, là, dans sa classe, il va avoir des amis qui ont 2 papas, des amis qui ont 2 mamans, beaucoup de monde que le papa est juste parti, donc il y a des mères monoparentales, des pères monoparentaux, tu sais. Il va en avoir des différents types de familles, puis des familles recomposées aussi, il y en a vraiment beaucoup. Puis moi, on dirait que c'est rendu un peu ça mon rêve, là, tu sais, parce que moi, j'ai daté une couple de papas, là, puis j'ai beaucoup aimé ça. Fait que moi, rencontrer un papa qui a des enfants, puis let's go. Fait que tu sais, il y a des gens qui pensent que c'est comme si ta vie de dating s'arrête quand t'as des enfants, mais pas du tout, là. Tu sais, tous les gens qui se séparent puis qui refont leur vie avec quelqu'un d'autre, tu sais, ça se peut. Fait que moi, je me dis, si t'as peur de passer à côté de pas avoir d'enfant, fais-le. Parce que, tu sais, ça, tu pourras pas retourner en arrière à un certain moment. Là, on a quand même une horloge biologique. Tu sais, oui, tu peux adopter, il y a d'autres façons. Mais exemple, que tu veux tes enfants à toi, puis que, tu sais, tu penses que c'est la façon, go, là. Et là, en terminant, qu'est-ce que tu aimerais dire? Là, je sais que c'est un très beau message que tu viens juste de nous dire, là, mais s'il y a des mamans qui nous écoutent, des nouvelles mamans ou des futures mamans, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Que c'est vraiment difficile, mais que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Puis comme je disais il y a quelques minutes, tout est une passe. Tout est une passe. Moi, c'est comme ça que je m'en sors quand il y a quelque chose. Puis faut pas hésiter à demander de l'aide, là, parce que je suis pas quelqu'un dans la vie qui demande de l'aide. Tu sais, je suis très... Tu sais, je disais, je suis bien toute seule, là. Moi, je fais mes affaires, puis il n'y en a pas de problème. Mais là, tu vois, pour être ici ce matin, j'ai demandé de l'aide à ma mère qui est venue garder. Il y a des services de relevaide, dépendamment où est-ce que tu habites. Tu sais, moi, il y a une fille d'un organisme près de chez moi qui vient à chaque semaine pendant 3 heures s'occuper de ma fille. Puis là, ben, ça me permet soit de faire des tâches ailleurs dans le condo, parce que j'ai 2 étages. Là, mettons, je m'en vais en haut, puis elle est en bas. Soit je m'en vais. Hier, elle est venue, je suis allée chez la coiffeuse, tu sais. Faut pas hésiter à demander de l'aide, à essayer le plus possible de prendre des moments pour soi, mais ça vaut vraiment la peine. T'sais, c'est difficile, mais la maternité, c'est difficile, point. Que tu sois solo ou pas, là. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.